de commencer par le commencement. Et commencer par le commencement, quand même, c'est quand même, vous parlez un peu de la psychologie. Donc, je vais pas, j'essaye d'être, je vais essayer d'être plus concis que possible, mais c'est pas toujours le cas. Donc, bon, moi, c'est quoi ma définition de la psychologie? Donc, la psychologie, j'essaye toujours de définir à partir de la définition qu'a proposée Ratus Spencer, qui voit la psychologie comme la science qui étudie d'une part les comportements et d'autre part les processus mentaux supérieurs. Si vous regardez dans cette définition et quand on va faire des flashbacks, vous allez le voir, c'est qu'il y a deux aspects importants sur lesquels, je dirais, sur lesquels qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire les comportements et les processus mentaux supérieurs. Ce sont les deux facettes ou les deux faces de cette médaille qu'est la psychologie. Donc, c'est-à-dire, soit vous avez des courants qui s'occupent du comportement, soit vous avez des courants qui s'occupent des processus mentaux supérieurs ou des processus mentaux tout court. Mais qu'est-ce que cette définition, à quoi cette définition peut nous faire penser? La première chose, c'est que quand on parle des processus mentaux supérieurs, on voit la mémoire, l'intelligence, en tout cas la cognition, etc., tout ce qui se passe dans la boîte noire qu'on ne peut pas toujours voir. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans notre petite tête, mais qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, pourquoi ça passe comme ça, on ne sait pas. C'est à l'intérieur, ça passe. Donc, et avant, je veux dire, les premières méthodes qu'ils ont utilisées pour avoir accès à l'esprit humain, c'était l'introspection, par exemple. Donc, c'est-à-dire pour essayer d'aller rentrer dans cette boîte, petite boîte, pour comprendre de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte. Donc, c'est-à-dire cette définition, je considère, c'est vraiment mon opinion très personnelle, une définition quand même très englobante et très intéressante. C'est-à-dire, ça englobe un peu, je dirais, tous les paradigmes de la psychologie. Parce que ça voit, cette définition voit et les courants qui voient la psychologie comme quelque chose qui étudie l'esprit. Quand on dit la psychologie étudie l'esprit humain, ça veut dire personne n'a jamais vu un esprit humain. C'est-à-dire, c'est euh, quelque chose qu'on ne peut pas voir, donc, qu'on ne peut pas toucher, l'esprit. C'est une dimension métaphysique même. C'est la définition la plus métaphysique qu'on peut donner à cette chose qui nous permet de penser, qu'est l'esprit. Donc, c'est-à-dire, quand on dit que la psychologie étudie les comportements, on définit le comportement par définition, c'est tout ce qui est observable. C'est-à-dire, si je dis que je suis fâché, quand je dis je suis fâché, ça ne dit rien. Mais si on dit que, par exemple, qu'il serre le poing, qu'il tape le poing sur la table, que ses yeux sont devenus tout rouges, c'est autant d'éléments qui nous permettent de mesurer ou de classifier en fait, ce que je ressens. Donc, si je suis content aussi, donc on va dire il va sourire, etc., etc. Donc, bref, c'est-à-dire quand on parle de comportement, vous verrez, c'est-à-dire on est vraiment... oui, Marisa? Oui, Marisa? Oui, je vous écoute. Ah, oh non, ton micro est fermé, Marisa. Veux-tu ouvrir ton micro? Tu as la main levée. Bon, on dirait que c'est freeze. OK. On va continuer. Et puis, momentanément, Marisa, si tu arrives, tu peux nous arrêter. Oui, donc je disais que par exemple que le comportement, en fait, quand on parle de comportement, c'est tout ce qui est observable et puis les processus mentaux, c'est un ensemble de choses qui se passent, mais qui n'est pas forcément observable. Oui, Maritza était là avant, on va prendre Maritza et puis après on va prendre Marie-Laurence. Ah, excusez-moi, ça a quitté, j'ai pas fait exprès. Ouais, Moi, je me demandais en fait, est-ce que vous allez les rendre disponibles, vos PowerPoint, en fait, vos... non, 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 non.
Non, c'est pour Parfait. ça qu'il faut lire les textes. Ouais. Les OK. PowerPoint, c'est vraiment mes affaires là. Donc, Ouais. mais je ne vais pas les rendre disponibles. C'est pour ça que vous devez suivre, hein, c'est pour ça que vous devez Ouais. lire les textes. Cependant, Parfait. cependant, Maritza, tous les textes que j'ai donnés qui ne sont pas obligatoires, j'ai Ouais. puisé mon PowerPoint là-dedans. Parfait. Ça, c'est Merci important. beaucoup. Donc, le PowerPoint, c'est à moi. Mais si vous voulez faire des photos, moi, je ne peux pas vous empêcher de prendre des captures. D'accord, mais je ne vais pas vous envoyer mon PowerPoint. Parfait. Donc, mais écoute, régalez-vous là, prendre des photos, c'est pas interdit là. Parfait. D'accord? Donc, ouais. Donc, oui, il y avait une autre, mais C'était la même question, c'est correct. Merci. c'est beau, parfait. Donc, on définit aussi la psychologie comme l'étude scientifique du comportement. Donc, c'est-à-dire, c'est science qui étudie de manière scientifique le comportement. Mais si on regarde bien dans cette définition, il y a comme une redondance qui n'est pas à première vue observable, mais si on dit l'étude scientifique du comportement, mais étudier le comportement en soi pour l'étudier, en fait, on va dire en droit, ça devrait être quelque chose de scientifique. Parce que le comportement est observable. C'est parce qu'il est observable qu'on parle de comportement. Donc, c'est-à-dire de behavior. Donc, ce qui est observable. Bon, c'est une deuxième définition. Attends. Oui. En fait, une autre définition, c'est la psychologie. Donc, oh, attends. Ah oui. La psychologie est un discours, c'est un langage, selon Michel Foucault, une discipline qui organise les questionnements que l'homme a toujours posé sur les propres ressentis et sur sa propre existence, c'est-à-dire sur ses états d'âme. Donc, en d'autres mots, cette définition, elle est quand même axée un peu sur la philosophie, mais aussi elle voit la psychologie comme une discipline c'est-à-dire une discipline organisatrice même de ce qu'on appelle l'humain. C'est-à-dire la psychologie, c'est un discours, c'est-à-dire quand on parle un discours, c'est-à-dire c'est un logos. C'est un logos, tout le monde, je ne sais pas si vous remarquez, mais tout le monde dans les médias, ils se font passer pour des psychologues. En tout cas, il y a toujours des mots ou des termes qu'on utilise dans le quotidien qui rapidement nous permettent de nous référer dans le champ de la psychologie. Donc, le complexe d'Édipe, par exemple, on parle de complexe d'Édipe, on parle de complexe d'Elmec, on parle lui, il n'est pas très conscient de ce qu'il fait. En fait, lui, c'est de l'inconscient ou c'est un acte manqué. En tout cas, les réflexes, quand on parle de réflexes, en tout cas, il y a un ensemble de termes qu'on utilise dans les médias, qu'on utilise dans la rue, qu'on utilise. Bref, on dit souvent, par exemple, les filles aiment beaucoup plus leur père que les mères, etc. Tandis que les fils, les enfants mâles, par exemple, préfèrent leur mère, etc. Donc, tous ces genres de discours, apparemment parfois décousus, mais quelque part, il y a ça un fondement psychologique. C'est un fondement psychologique, juste pour vous dire que la psychologie a imprégné la manière de penser, de voir, ça rentre dans le quotidien, dans la façon de concevoir le monde. Donc, tu dis, on va dire que c'est très présent dans notre quotidien. Mais comme je vous l'ai dit au départ, c'est-à-dire quand on parle de psychologie, on a tendance à remonter, c'est normal, à Socrate, ou un peu plus en Occident, on est à Aristote, le premier traité de péripsyché d'Aristote. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est correct, on a cette tendance, mais comme je vous l'ai dit au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, que les sciences, que ce soit l'économie, la psychologie, la politique, les sciences humaines, les sciences naturelles, les sciences sociales, etc., toutes ces sciences, autant qu'on peut trouver des racines en Occident, on peut, si on veut sortir, trouver des racines ailleurs. Et parmi ces racines ailleurs, dont je vous ai parlé, il y a le papyrus Ebers. Le papyrus Ebers, c'est que ça contient une description clinique de la dépression. C'est important, donc ça contient une description clinique de la dépression avec des recettes magiques ou religieuses pour chasser ces formes de dépression, ces formes de maladies, mais qu'on considérait à l'époque comme
comme s'il y avait une origine divine, ou du moins c'était un mauvais sort qu'on avait jeté à quelqu'un. Donc, mais le Papyrus d'Ebers constitue l'un des documents les plus anciens dans l'autre monde. En fait, quand j'étais dans l'autre monde, c'est-à-dire c'est en Égypte qu'on a trouvé ce papyrus qui nous indique que cette science qu'on appelle la psychologie, qui a quand même très évolué en Occident, notamment en Amérique du Nord, a eu aussi d'autres racines ailleurs. Donc, et on ne peut pas non plus ignorer ces racines parce que c'est quand même important pour nous donc, de comprendre que le papyrus d'Ébers a inauguré quand même ce qu'on appelle un événement, c'est-à-dire c'est l'un des documents les plus anciens qu'on peut trouver qui parle de psychologie quand même. Donc, c'est 1150 avant notre ère. Donc, mais ça nous permet aussi de voir que les hommes se sont toujours intéressés à la perception, à la sensation, au sentiment, à la pensée, depuis que le monde est monde, depuis que les gens ont commencé à réfléchir sur euh, est-ce qu'on veut retranscrire la rencontre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait retranscrire? Est-ce que c'est ça? J'ai vu comme un message qui est affiché. Bon, personne n'a répondu. Je peux continuer. Bon, ouais, donc, c'est-à-dire les hommes ont toujours cette velléité d'étudier les émotions, de comprendre la pensée, comment fonctionne la pensée, pourquoi l'autre pense ça de moi. Et puis, mais les traces, non seulement on les trouve dans le papyrus, mais aussi il y a ce fameux document, donc, que ce soit l'Iliade ou l'Odyssée. Donc, ce sont autant de mythologies, dans ces mythologies de tous les peuples d'ailleurs, donc dans tous les livres sacrés, que ce soit, en fait, si vous remontez très très loin dans les histoires, je peux prendre une histoire qui a été relatée dans le livre des rois, si je ne m'abuse pas, en tout cas, qui parle de David, là je parle de la Bible, là, et puis qui avait une crise. Et puis, ce qu'on faisait, on jouait on appelait quelqu'un pour jouer de la musique, pour le calmer. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut mettre un nom dessus, on parle facilement attends, ouais, on parle facilement de musicothérapie aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire que dans toutes les traditions, on peut trouver un peu de généalogie de la psychologie d'une certaine manière. Donc, la psychologie, c'est vrai, l'Occident a fait un bond en avant, mais juste pour vous sensibiliser sur le fait que ailleurs, on peut trouver quand même beaucoup de traces de psychologie. Et notamment quand on remonte à l'Antiquité, des premières traces d'une réflexion philosophique sur les phénomènes mentaux, les comportements. Donc, c'est vraiment, dans beaucoup de papyrus égyptiens, on trouve beaucoup de documents qui relatent un peu comment, par exemple, cette civilisation qui est quand même, vous le savez, une grande civilisation qu'on a quand même bénéficié, surtout quand on parle des sciences de la mesure, aujourd'hui qu'on utilise en Occident. C'est quand même, les Égyptiens quand même ont quand même apporté beaucoup à tout ce qu'on fait comme science et puis comme discipline sur lesquelles on peut réfléchir. Mais on peut se poser la question d'où vient ce mot. Donc, le mot en soi, en fait, il faut remonter au 15e, 16e siècle pour voir, c'est-à-dire là, quand j'étais dans le papyrus, il n'y a aucun mot, c'est-à-dire où tu verras le papyrus, tu prendras les papyrus Ebers, par exemple, il n'y a aucun mot mentionné psychologie. C'est-à-dire, mais on peut déduire que, par exemple, si ça parle de l'émotion, ça parle des comportements, ça parle de l'exorcisme de certains mots qui tourmentent l'esprit d'un individu, on est quand même dans la psychologie, c'est pareil. Par exemple, si vous prenez le premier traité d'Aristote, on ne va pas voir le mot psychologie écrit quelque part. Donc, c'est pareil. Donc, le mot psychologie a été, soi-disant, inventé par Marco Aurèle.
Marco Morelich, si vous pouvez le prononcer normalement. Morelich, c'est à la fin du 15e et au début du 16e siècle. Donc, le mot apparaît pour la première fois dans un livre qui s'appelle Psychologia de Ratione Animae Humanae. C'est-à-dire, c'est psychologie en fait, en fait, du rationnel, de l'humain, donc, et de l'animal. Donc, c'est-à-dire, c'est un traité qui essaye de s'interroger sur les dimensions euh, humaines, rationnelles et psychologiques de l'être humain. Donc, cette étymologie donc, a une dimension métaphysique dans la mesure où elle suppose même l'existence d'un principe de base, d'une substance. euh, on va le voir dans le diapo après, donc, qui est ce qu'on appelle l'esprit. Parce que c'est ce qui va, quand on a parlé tantôt avant de ces débats, ces vieux débats qui existent dans la psychologie, vous allez voir aussi, c'est un débat important, le dualisme et le monisme. C'est-à-dire des gens qui croient, le dualisme, que l'esprit est distinct du corps. Ça, c'est le dualisme. C'est-à-dire, ils croient qu'il y a le corps, il y a l'esprit. Et c'est vrai qu'il pourrait exister une interconnexion, en tout cas un rapport, c'est évident, il ne peut pas ne pas exister de rapport entre eux, entre ces deux éléments, d'accord? Donc, mais les dualistes, ils pensent, par exemple, qu'il y a d'un côté le corps, il y a d'un côté l'esprit. Et tandis qu'on va avoir aussi un autre courant qui s'appelle monisme. Les monismes, eux, ils pensent que, écoute, le corps, l'esprit, c'est un seul. C'est juste des fonctions différentes du corps. Donc, et eux, ils pensent qu'il s'agit vraiment d'une seule et même affaire quand on parle du corps et de l'esprit. Donc, et dans la définition, en fait dans l'ouvrage de Maolich, il essaye de démontrer comment le corps est vraiment distinct de l'esprit, en fait, dans le courant dualiste, et comment, par exemple, dans le courant moniste, par exemple, il y a quand même eu une avancée extrême pour montrer que, mais il s'agit, par exemple, quand je parle, quand je réfléchis, c'est-à-dire, je ne peux pas réfléchir sans mon corps. C'est-à-dire, l'acte de réfléchir prend corps dans mon cerveau qui, en tout cas, qui a une fonction, mais mon cerveau qui, soi-disant, produit mon esprit, ou du moins qui produit l'acte de réfléchir. Donc, c'est-à-dire, l'esprit, en ce sens, est juste une faculté, mais tout se passe par le cerveau qui est un organe corporel, comme tous les autres organes. D'accord? Donc, il n'y a pas lieu de séparer le corps, d'un côté on a le corps et puis de l'autre côté on a l'esprit, soi-disant, et ceci dans cette dynamique, en fait, les gens vous diront, écoute, quand quelqu'un est mort, c'est-à-dire cette personne, par exemple, il y a l'esprit qui sort du corps et puis qui s'en va quelque part. Donc, c'est-à-dire quand on est dans cette dynamique-là, on est dans une dynamique quand même, je dirais, intéressante, pourquoi pas, comme explication, mais on a beaucoup à prouver de dire que l'esprit sort du corps, c'est-à-dire l'esprit, il y a que le corps d'un côté, il y a l'esprit d'un côté. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des courants de pensée très importants qu'on ne peut pas non plus étudier la psychologie sans eux. Donc, il faut les maîtriser, il faut les comprendre un peu et puis il faut peut-être se situer à la fin. Mais on verra pour ça. Bon. Écoute, vous êtes des étudiants en psychologie, je ne sais pas, vous êtes en quelle année? Vous êtes en première année ou deuxième année? Ça c'est une question que j'avais. Vous êtes en deuxième, parfait. En troisième, ok, vous êtes dans toutes les années. Bon, c'est mieux. Bon, c'est-à-dire, vous comprenez toutes ces choses-là, donc on ne va pas s'attarder. On va passer rapidement à l'épistémologie. Bon, euh, moi j'adore beaucoup commencer un cours, que ce soit en sociologie, donc que ce soit en sciences du développement ou en psychologie, donc à partir de l'épistémologie. Bon, vous connaissez déjà la réponse, puisque j'ai l'impression que vous me connaissez mieux que quiconque désormais à partir à partir
du vocable qu'on avait fait, c'est-à-dire, parce que l'épistémologie, pour moi, c'est la base. C'est la base. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas penser une science sans l'épistémologie. On ne peut pas réfléchir sans l'épistémologie. On peut ne pas savoir qu'on est dans l'épistémologie, mais on est dans l'épistémologie. À chaque fois qu'on ouvre la bouche ou qu'on prend sa main pour écrire dans la science, dans une discipline ou pour faire un devoir pour un professeur, on est carrément, quasiment à un niveau ou à un autre dans l'épistémologie. Bon, on va voir rapidement l'épistémologie de la psychologie et la psychologie en tant que science, comment on peut la comprendre, et puis l'importance de l'épistémologie. Bon, en fait, épistémologie, on va dire simplement comme ça. À chaque fois que vous entendez le mot épistémologie, pour faire simple, après je vais vous donner toutes les explications les plus compliquées que possible si vous voulez, mais pour faire simple, épistémologie, c'est la science de la science. C'est simple, la façon la plus simple de définir. C'est-à-dire, c'est une discipline en soi scientifique qui s'occupe, qui s'érige comme arbitre de toutes les disciplines scientifiques. C'est la science de la science. Là, c'est, je dirais de manière vulgaire, c'est la science de la science. Bon, maintenant, on va parler de manière beaucoup plus structurée. C'est-à-dire, l'épistémologie a deux manières. C'est-à-dire, si on prend epistemology, c'est-à-dire le terme anglais épistémologie, à chaque fois qu'un anglophone le prononce, ça ne sonne pas comme si c'était un francophone à 100%, c'est-à-dire dans leur manière de concevoir cette discipline. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il est prononcé pas dans un texte anglophone, ou je pense quand les anglophones parlent d'épistémologie, eux, ils parlent de la théorie de la connaissance. C'est-à-dire, la théorie de la connaissance, pour eux, c'est un discours qui structure la connaissance, qui parle de la connaissance, qui questionne la connaissance, qui élabore la connaissance. C'est-à-dire, si on prend quelqu'un comme Kuhn, Bachelard ou Joseph Zeitgen, tous ces épistémologues que je viens de citer, ou Descartes, c'est un bon épistémologue, par exemple, qui va établir la question de la rationalité dans la science, on verra que, par exemple, en fait, il y a toujours ça. Soit on pense ça comme théorie de la connaissance, ou on le pense, c'est-à-dire dans le monde francophone, plus comme l'étude des théories scientifiques. Donc, ces deux manières de voir parfois s'entrecroisent. Mais nous, étant donné qu'on est quand même, je dirais, on est à Québec, on est au Québec, et on est plus même si on est en Amérique du Nord, mais on est quand même dans une tradition, on va dire, beaucoup plus francophone. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on va prononcer le mot épistémologie, donc on va plus parler de l'étude des théories scientifiques, ou on va parler plutôt de cette discipline qui essaye euh, de mettre de l'ordre. C'est-à-dire qu'il va dire, écoute, toi, tu n'es pas une science assez parce que toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu n'es pas une science assez, ok, toi, go. Tu vois, c'est cette police de la pensée scientifique, l'épistémologie. Donc, c'est-à-dire, c'est cette discipline qui nous donne, c'est-à-dire quand on étudie la psychologie, on est en deuxième, troisième, première année, bref, on est dans toutes les années possibles, mais on veut quand même savoir, est-ce qu'on est dans une science? Est-ce que ce qu'on étudie est vraiment une science? Vous savez, cette question ne se pose plus pour nous, on est bien content, mais pour les gens qui étudient le droit, ça se pose encore comme problème. Est-ce que les gens qui étudient le droit, ils étudient une science? Donc, il y a plein de disciplines. En fait, les gens sont très mal à l'aise quand vous commencez à questionner leur discipline sur le plan scientifique. Par exemple, quelqu'un qui étudie la théologie. On a le droit de se demander, est-ce que la théologie est une science? Est-ce que la théologie, par exemple, est une science? Mes amis, est-ce que l'objet d'étude est Dieu? Est-ce que Dieu peut être un objet d'étude? C'est ça l'épistémologie fait. Mais tu vois, quand l'épistémologie commence à faire ça, vous allez vous sentir très mal à l'aise. Parce que tout simplement, il faut avoir des bons arguments épistémologiques pour répondre à ce débat épistémologique. Bon, en fait, Pierre Jacob croit que les deux acceptions sont justifiées, c'est-à-dire que ce soit la théorie de la connaissance, que ce soit l'étude des théories scientifiques, ce sont deux
je dirais, conceptions qui sont acceptables, mais parfois qui s'opposent au mot de doxa qui signifie opinion. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est dans l'épistémologie, on n'est pas dans l'étude des opinions, mais on est dans la déconstruction des opinions. Pour dire Gaston Bachelard, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a deux petits livres. Si vous les trouvez au hasard, achetez-les, mettez-les dans vos bibliothèques. Et puis, je ne dis pas que ça va être suffisant pour vous comme étudiant, mais il y a ce qu'on appelle le nouvel esprit scientifique. Et puis, il y a la formation de l'esprit scientifique de Gaston Bachelard. Ces deux ouvrages-là, quand on fait un petit bac en psycho, en socio ou en économie, peu importe, c'est important de les avoir. Même si on n'aime pas lire, on lit juste une page de Bachelard, on est déjà remonté à bloc sur le plan épistémologique. Gaston Bachelard nous dit que on ne peut pas faire la science avec de l'opinion. C'est exactement ce que Pierre Jacob veut nous montrer ici. Si les deux, je dirais, définitions anglophones et francophones, parfois ça semble opposé, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est-à-dire on n'est pas dans ce qu'on appelle dans la doxa. On n'est pas dans l'opinion. Donc, pourquoi? Parce que l'opinion pense mal et l'opinion ne pense pas du tout. Ça, c'est dans le nouvel esprit scientifique. Gaston Bachelard nous dit l'opinion pense mal. C'est-à-dire on ne peut rien faire avec l'opinion. C'est-à-dire si on veut construire une connaissance, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire en psychologie, en sociologie, en économie, en philosophie, en anatomie, en biologie, on ne peut pas les construire à partir des opinions. On peut les construire en prenant ce qu'on appelle une distance, la distance épistémologique, c'est-à-dire en remettant en cause même les idées reçues, les idées conçues, les idées préconçues. Parce que ce qui est important de savoir quand on parle dans le domaine scientifique, c'est que nous comportons des éléments, des choses qui nous empêchent de voir la réalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la réalité qui est, ça peut être une réalité sociologique, ça peut être une réalité économique, ça peut être une réalité psychologique. On ne peut pas les penser avec les opinions parce que on a des préjugés. Les préjugés, on peut les concevoir comme des écailles pour nos yeux scientifiques, nos yeux de scientifiques, c'est-à-dire euh, les opinions, c'est des écailles, c'est-à-dire des choses qui nous empêchent de voir correctement. C'est-à-dire, pour construire la science, c'est dans l'objectivité. Or, l'opinion, c'est en soi la subjectivité. Donc, c'est-à-dire, et on ne peut pas construire quelque chose de durable scientifiquement à partir de ça. C'est pour ça que je vous invite à ce qu'on appelle à affronter ce que Gaston Bachelard appelle l'obstacle épistémologique. Il faut les affronter. C'est les opinions, c'est la religion, c'est notre foi qui nous empêche, par exemple, parce que la foi, c'est vraiment l'opinion, donc on est dans ce qu'on appelle la doxa. Tandis que quand on est dans l'épistémologie, on est dans le logos. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mêler non plus. D'accord? On respecte la foi de tout le monde, d'accord? C'est même important pour certains d'avoir foi en quelque chose ou en Dieu. Bref, c'est correct. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas prendre la foi et la mettre avec la religion. Ça ne fait pas toujours un bon mélange. Ça ne fait pas toujours un bon mélange. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre les opinions, nos croyances. Par exemple, on croit que les gens de Saguenay les femmes de Saguenay sont plus belles que le reste du Canada, par exemple. Vous voyez? On ne peut pas faire de la science avec ça. Donc, si vous voulez savoir ça, il faut faire ça, genre une enquête. On met des critères de beauté. Mais quand on commence à mettre des critères, vous savez qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à objectiver ce qu'on a pensé. Donc, c'est-à-dire, la science se construit à partir de l'objectivation. Et l'objectivation, pour le faire, il faut des grilles de lecture, il faut des grilles d'analyse. Il faut dire, ça, c'est comme ça, je le vois, mais ça, je le vois comme ça. Donc, maintenant, si tu me dis, par exemple, euh, écoute, les Saguenayennes sont plus belles que le reste.
Parce que je vous prends cet exemple, les amis, c'est parce que c'est dans mon pavillon, c'est tout le temps, j'entends ça. Donc, si les Saguenayennes sont plus belles que toutes les autres femmes du Québec, il faut établir des critères. Est-ce que c'est par rapport à leur taille, par exemple? Est-ce que c'est par rapport, je ne sais pas, à quoi? Maintenant, une fois que vous établissez les critères, vous serez peut-être surpris ou surprise de voir que les Saguenayennes tombent et puis c'est, je ne sais pas, les femmes de la Côte-Nord qui gagnent. Donc, à partir des critères que vous avez sélectionnés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on émet une hypothèse, parce qu'on peut émettre des hypothèses, même si on n'a pas le droit d'avoir des opinions. Ça, c'est différent. C'est-à-dire, quand vous émettez une hypothèse, c'est-à-dire, vous supposez que les Saguenayennes sont plus belles que le reste du Canada. Maintenant, c'est une hypothèse. Ça pourrait être vrai ou faux. Mais maintenant, pour valider votre hypothèse, il faut des critères. Et à partir des critères, maintenant, il va y avoir une analyse. Et puis, on va maintenant dire, OK, à partir des critères qu'on avait sélectionnés, donc, ce sont plutôt les nord-côtières les plus belles du Québec. Donc, mais ça, juste pour vous dire, là, je suis vraiment, je vous dis n'importe quoi pour vous permettre de comprendre comment on déconstruit les opinions quand on fait la science. Bon, maintenant, en fait, quand on parle de épistémologie, c'est le néologisme le plus, je dirais, bizarre qui existe. Parce que c'est très rare de voir un mot qui est formé, je dirais, de deux mots qui signifient au départ théoriquement la même affaire. Ça veut dire, quand on parle de épistémologie, donc le terme, c'est un terme qui a été inventé par James Frédéric Ferrier, puis qui désigne la théorie de la connaissance. Épistémé, d'accord, si on prend l'origine épistémologique, épistémé, d'accord, en grec signifie connaissance, discours, science. Logos, d'accord, signifie pareil, discours, science. Ce serait genre un discours sur la science. Ou ce serait une science qui étudie la science. Parce que épistémé et logos veut dire théoriquement la même chose, c'est-à-dire c'est la connaissance de la connaissance. Mais le terme aussi a été, je dirais, vite popularisé pour un peu prendre un peu de distance par rapport au terme allemand, le Wissenschaftslehre, qui est doctrine de la science. Parce que les anglophones, notamment, étaient très mal à l'aise avec le Wissenschaft. Quand on dit Wissenschaft, en allemand, c'est connaissance. Wissenschaftslehre, les doctrines de la connaissance. Donc, ça paraissait un petit peu très maladroitement défini pour eux. Ils s'y retrouvent pas. Donc, et puis, ça a donné naissance à ce terme, épistémologie, qui, comme on l'avait tantôt dit, oui, c'est bon. Donc, la science de la science. Donc, le néologisme, on l'avait dit, c'est dans ce souci. Bon, maintenant, il y a un autre mot, quand on utilise le mot épistémologie dans le concept, en fait, dans le sens anglophone du terme, épistémologie, ça, c'est comme genre, ils ont tendance aussi à utiliser les anglophones, gnoséologie, mais vous allez voir dans notre monde francophone, la gnoséologie, c'est complètement différent de ce que eux ils utilisent. Je vais vous donner un exemple simple. Donc, euh, quand nous on parle de l'épistémologie, on parle d'une discipline qui s'occupe de toutes les connaissances scientifiques. C'est-à-dire, l'épistémologie ne s'intéresse pas à la magie, par exemple. L'épistémologie, la magie est une connaissance, on est d'accord.
La magie est une connaissance, mais ce n'est pas une connaissance scientifique. Il y a plein d'autres connaissances qui existent, qui ne sont pas des connaissances forcément scientifiques, mais qui sont je dirais, des savoirs locaux, etc., mais qui sont de très bonnes connaissances, d'accord, utiles. Par exemple, des gens qui peuvent, on va dire ça comme ça, interpréter des rêves, par exemple. Des gens qui peuvent, en tout cas, plein d'affaires, mais qui sont pas, on ne peut pas les caser dans les domaines scientifiques, mais pourtant qui sont, en tout cas, qu'on utilise, que les gens utilisent, etc., ou qui, dans certaines communautés, c'est très important. Donc, pour vous expliquer, c'est que ces domaines-là, ils ne sont pas, en fait, en fait, l'épistémologie ne s'intéresse pas à ces domaines. C'est-à-dire, l'épistémologie s'intéresse à des domaines dits scientifiques. Et vous allez, en fait, on verra tantôt les conditions à cette scientificité. On va les voir tantôt dans les prochains diapos. Donc, tandis que quand on parle de néoséologie, ce serait la science qui s'occupe de toutes les disciplines, sauf les disciplines scientifiques. Donc, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle de gnoséologie, on parle d'une discipline aussi qui est une fausse épistémologie, mais elle s'occupe des disciplines qui ne sont pas forcément scientifiques, de la logique, etc., et de la magie, en tout cas, toutes les connaissances qui sont importantes. D'accord? Toutes les connaissances, pour moi, toutes les connaissances sont importantes, mais toutes les connaissances ne sont pas scientifiques. Donc, la gnoséologie s'occupe principalement de ces connaissances-là. Donc, c'est-à-dire là où l'épistémologie, on va dire que, en fait, je veux dire, sa zone d'arbitrage s'arrête et puis se prolonge, la gnoséologie. Donc, en ce sens, elles peuvent être complémentaires pour comprendre les connaissances de manière générale, sauf que chacun a son champ de compétences. Donc, d'autres définitions, donc on voit que l'épistémologie est l'étude critique des sciences qui se donne pour but de déterminer la première chose, l'origine. Quelle est l'origine de la psychologie, par exemple? D'où ça sort? Par exemple, pourquoi on fait un diplôme en psychologie? On est obligé de connaître l'origine de la psychologie. Parce qu'en principe, cette trajectoire était portante pour nous aussi, soit comme penseur, comme professeur de psychologie, ou comme praticien de psychologie, comme psychologue, etc., ou comme futur psychologue. C'est très important. Mais aussi la valeur. Quelle est la valeur de cette discipline? En d'autres mots, si un jour, on décide de dire, bon, on va finir avec la psychologie, on ne veut plus faire la psychologie, quelle serait la répercussion sur l'avenir du monde, de l'humanité? Ah, ça, c'est un petit. Vous pouvez écrire cette question-là. J'aimerais, là, au prochain cours, que vous jasez avec moi un petit peu. Imaginez-vous un monde sans psychologie. J'aimerais que vous. Mais écoute, mais ne demandez pas à ChatGPT, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous prie. Donc, vous allez juste essayer. Oui. Donc, c'est-à-dire la valeur de la science psychologique, la portée théorique de la connaissance, quelles sont les limites de ces connaissances? Parce que si on produit des connaissances, les connaissances ont des limites. Les connaissances ne sont pas illimitées. D'ailleurs, c'est bizarre, mais ce qui fait la valeur d'une connaissance, c'est ses limites. Si tu ne peux pas montrer la limite de ta connaissance n'est pas une connaissance. Et c'est pour ça quand on fait une thèse de doctorat, quand on fait un mémoire de maîtrise, etc., la chose qu'on demande pour valider vos résultats, quelles étaient les limites? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'avez pas pu montrer ou étudier dans ce travail? Parce que vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas omnipotent, vous ne pouvez pas tout étudier. Non, mais vous avez étudié, en fait, sûrement un aspect, et puis il y a d'autres aspects que vous n'avez pas pu étudier parce que ça ne vous intéressait pas ou parce que vous aviez d'autres choses à faire, etc. Donc, mais c'est légitime. Donc, mais il faut toujours établir les limites. Et
l'épistémologie nous montre que euh, la constitution même de la connaissance passe par ses limites. Donc, et puis, parce que c'est à partir des limites que la science progresse. Je vous donne un exemple simple là, pour me faire comprendre. Imaginez pour un instant que j'ai dit que j'ai étudié la maladie mentale chez, je dis n'importe quoi, chez les femmes battues, par exemple. Je dis n'importe quoi. Donc, mais il se pourrait bien que mes études, je les ai menées au Québec. Donc, est-ce que ça va être pareil pour les femmes en Alberta? Sûrement pas. Est-ce que ça va être pareil? Même au Québec, dans notre grande région, il y a une diversité en fait, je dirais, de situations qui peuvent faire en sorte que ce qu'on va étudier, ça peut d'une région à une autre. Beaucoup de choses peuvent changer. Donc, juste pour dire que, c'est-à-dire, il faut conceptualiser, mais il faut contextualiser, c'est-à-dire le contexte de l'étude. Donc, tout ça, c'est l'épistémologie qui nous permet de lever ces drapeaux. Donc, mais je peux vous demander, est-ce que vous pensez la philosophie qui a donné l'essence à la psychologie et l'épistémologie l'a supplantée? Pas du tout. La philosophie existe encore comme discipline qui étudie le vivant et l'épistémologie s'est de plus en plus détachée de la philosophie pour constituer en une discipline qui s'occupe un peu de toutes les sciences. Donc, et c'est pour cela même que quelqu'un comme Piaget, il a défini l'épistémologie comme l'étude de la constitution des connaissances. C'est-à-dire, quand on parle d'une connaissance, c'est-à-dire on parle d'un savoir expérimental quelque part, on parle d'une donnée, on parle d'une chose sur laquelle on s'entend plus ou moins, qui est aussi changeable, ça change, ça évolue, c'est évolutive la connaissance. Donc, mais l'épistémologie étudie la constitution de la connaissance, comment les connaissances sont constituées, mais comment ces connaissances sont constituées, mais comment ces connaissances sont validées. Donc, en d'autres termes, il s'agit d'un domaine qui analyse, étudie et critique toutes les disciplines scientifiques. D'abord, quand on dit analyser, c'est-à-dire on parle de dissection, on parle de comparaison, on parle des éléments qui font en sorte que l'on puisse comprendre cette discipline. Donc, étudier la discipline, mais aussi la critiquer, c'est-à-dire critiquer la discipline pour que cette discipline puisse évoluer. Parce qu'une discipline qui peut pas, qui reçoit pas de critique, c'est-à-dire une science infuse, euh, ça meurt vite, vite, vite. Donc, et vous allez voir dans l'histoire même de la psychologie, c'est-à-dire vous alliez au départ des structuralistes, des fonctionnalistes. Après, vous avez l'école psychanalyse, de la psychanalyse, et vous aviez, par exemple, même dans la psychanalyse, par exemple, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, qui se sont opposés à leur disciple Sigmund Freud. Et après, vous avez d'autres écoles comme le behaviorisme qui arrivent, qui disent, mais écoute, ça c'est du charabia, on ne peut pas étudier par l'esprit, à partir de l'introspection, ça n'a aucun bon sens. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, cette chose ne peut pas être scientifique. Donc, c'est-à-dire, eux, ils disent, mais écoute, pour étudier l'humain, on n'a pas le choix que de considérer la psychologie comme une science naturelle. D'accord? C'est-à-dire comme la biologie. Donc, c'est ça les velléités. Comme la biologie, comme on étudie, je ne sais pas, en tout cas, comme les sciences naturelles. Il faut considérer la psychologie comme une science naturelle. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est une velléité. C'est un objectif en soi. Mais après, et ils ont fait leur beau temps, ils ont fait le bonheur de la psychologie. Donc, on va pas s'attarder parce qu'on va avoir un cours sur le behaviorisme, mais ils ont fait le bonheur de la psychologie. C'est-à-dire, à partir du behaviorisme, on va dire que la psychologie s'est constituée comme une science autonome complètement de la philosophie et puis qui peut mesurer, parce que c'était ça le fantasme de la mesure.
On voulait mesurer, il faut tout mesurer. Donc, et puis, il y a eu la troisième voie qui a émergé. Et quand la troisième voie a émergé, on dirait que tout ce qu'on avait fait avant ne valait plus rien. C'est-à-dire l'école humaniste qui dit, mais non, mais écoute, je comprends qu'on ne peut pas étudier sans cette dimension scientifique, sans la mesure, mais l'être humain, c'est pas une chose. C'est pas une chose. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous voyez que je serre ma main ça veut dire forcément que je suis fâché. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce que je pense, il faut me parler. Il faut me parler, mais il faut aussi, euh, il faut pas prendre l'autre, c'est-à-dire, il faut pas prendre la personne qui est en face de toi comme un patient, parce que pourquoi ce rapport, cette relation patient-médecin, parce que avant on appelait les personnes qui viennent pour des consultations, des patients. Mais vous allez voir, avec l'évolution, la troisième voie, l'école humaniste, on va dire, mais non, c'est des clients. D'accord? Avant, on parle de patientèle, maintenant, on parle de clientèle. Et le client suppose que c'est quelqu'un que tu dois traiter avec respect. Parce que, en fait, les patients, en fait, je parle vraiment dans la manière qu'on avait pensé avant. C'est quelqu'un qu'on peut installer sur un divan, on rentre dans sa petite tête, on fait tout ce qu'on veut, tu vois. On peut même, écoute, vider du sirop d'érable dans sa tête. On fait tout ce qu'on veut, on mange, on boit dans sa tête, la tête du patient, on entre dans sa tête, et puis mais ils disent, mais non, c'est plus possible, ça ne marche plus comme ça. Donc, l'individu est doté d'un potentiel, est doté d'une humanité. Et pour, si vous voulez, je dirais, aider l'individu, si vous voulez, je dirais, traiter, mais ce n'est pas le terme qu'il utilise, d'accord, mais je le prête, c'est ce terme, mais si vous voulez améliorer euh, les troubles d'un individu, il faut aller chercher son potentiel. Il faut discuter avec la personne. Donc là, on est vraiment dans vous allez voir, on est vraiment dans une autre idéologie et puis qui s'oppose avec quand on parle de la congruence, qui est très important, un terme très important. Donc, c'est-à-dire ce que veut l'individu par rapport à ce qu'il a comme capacité, comment il peut atteindre ses objectifs, etc. Donc, vous allez voir que donc, il y a eu du progrès, il y a eu du progrès. Donc, et ce progrès même, c'est toujours une école qui prend à contre-pied une école qui dit, mais écoute, vous n'avez rien foutu là, écoute, ils montrent toutes les limites de cette école et puis ils installent leur école et leur école domine pendant un temps. Et après, il y a une autre qui avance qui dit, mais non, vous aussi, vous n'avez pas vu ce point. Mais aujourd'hui, on prône de plus en plus ce qu'on appelle un point de vue éclectique. C'est-à-dire, on peut mobiliser plusieurs champs, paradigmes ou plusieurs théories pour comprendre un aspect précis chez un individu. Donc, juste pour vous dire que en gros, c'est un peu ça. Donc, on va terminer rapidement. Donc, quand on parle d'épistémologie, il y a une trilogie très importante. Donc, d'abord, c'est l'objet. C'est-à-dire, pour qu'on parle d'une science, on parle d'un objet. On ne peut pas parler d'une science sans objet. Sans objet, ça n'a aucun bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que vous étudiez en tant que science? C'est-à-dire, la psychologie étudie le comportement. Qu'est-ce que c'est que cet objet, cette chose qu'on appelle comportement? L'esprit, le processus mental, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce processus mental? Je ne sais pas, l'esprit humain, qu'est-ce que c'est que l'esprit humain? C'est-à-dire l'objet, il faut qu'il y ait un objet. Par exemple, si je dis que je suis sociologue, par exemple, en fait, moi, ma spécialité, c'est la psychologie sociale. Moi, je m'intéresse à l'identité, la culture. Donc, ça, si je peux définir qu'est-ce que c'est que l'identité, tu vois, c'est ça, l'objet. Maintenant, la théorie. La théorie, ce sont les explications qu'on a sur l'objet. Parce qu'on a toujours des explications.
C'est-à-dire, il y a eu des explications d'ordre psychanalytique, les théories de la psychanalyse. Il y a eu le behaviorisme, la théorie behavioriste, etc., les cognitivistes, etc., etc. Il y a eu plein plein de façons de regarder l'objet. En d'autres mots, la théorie, on peut définir la théorie comme une manière d'approcher l'objet, c'est-à-dire de le regarder. C'est les lunettes qu'on porte. En d'autres mots, mes amis, si on a une personne souffrante en face de nous, euh, si Marie-Laurence est psychanalyste, elle va avoir une vue différente de Rose Gilbert et Maïka, par exemple, si elle est humaniste, elle va avoir un autre point de vue différent de ces deux. Juste pour vous dire que il n'y a, comment je peux dire ça, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est la manière dont on regarde. Et il y a toujours des angles morts dans la manière de regarder dans la science. C'est-à-dire, quand on veut étudier un objet scientifique, c'est vrai qu'on peut mettre ses lunettes, parce que les théories, ce sont des lunettes. Et sans les lunettes, on ne peut pas voir, les amis. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont des problèmes de vision, mais regarde, l'être humain en soi, en matière scientifique, on a tous des problèmes de vision. C'est ce que j'en ai parlé tantôt, ce que j'appelle les écailles, c'est-à-dire les préjugés, d'accord, les opinions, tout ce qui nous empêche de voir la réalité. Les lunettes, les théories, ce sont des lunettes qu'on installe qui nous permettent de voir. Mais ce qu'il y a comme problème, comme enjeu, qui est normal, d'accord, on ne peut pas s'en passer, c'est que les lunettes nous permettent de voir comme ça, c'est-à-dire ce qui est devant nous, ce qui est aux alentours, mais ça peut pas nous ça ne permet pas, ça me permet pas de voir, mes lunettes ne me permettent pas de voir ce qui se passe dans mon dos. Et c'est pareil pour la réalité scientifique, c'est-à-dire quand tu portes des lunettes de psychanalyse, encore pire, c'est-à-dire tu vois comme ça, la psychanalyse. Tout, par exemple, Freud, tout est sexualité, tout, il y a toujours quelque chose. Mais c'est normal parce que c'est lunettes. L'humanisme, par exemple, que je considère comme l'humanisme que je considère comme l'une des belles théories, on les reproche d'être trop naïfs. Ils font confiance trop à l'humain, tandis que Freud, lui, on le reproche d'être trop pessimiste parce qu'il voit un enfant comme, tu vois, comme quelqu'un qui prend le plaisir avec toutes ses affaires, tu vois. C'est-à-dire même le fait que bébé, sur le sein de la mère, Freud voit ça comme, comme genre l'enfant éprouve un plaisir. Et ceci, pas n'importe lequel, un plaisir sexuel que l'enfant éprouve au sein de la mère. Vous voyez, c'est-à-dire, il est renfermé dans cette vision-là, etc. Bref, juste pour vous dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on perd de vue, mais il y a toujours des choses qu'on voit parfois en excès avec la théorie, que quelqu'un d'autre n'aurait pas vu pareil avec les mêmes théories. Donc, c'est ça. Et on a parlé des objets, on dit l'objet, c'est la chose qu'on étudie. Les théories, c'est le discours qu'on a sur la chose, ou du moins, c'est les lunettes qu'on met dans les yeux pour mieux voir, pour voir bien. Et puis, il y a la méthode. Oh my God, ça ne va pas nous laisser tranquilles pendant toute notre minable vie de scientifique. La méthode, toujours la méthode. Pour faire le devoir, pour moi, la méthode. Pour tel professeur, la méthode, la méthode, la méthode, la méthode. Donc, la méthode, c'est quoi? La méthode, moi, je définis toujours la méthode comme le chemin à parcourir. C'est cette manière de procéder qu'on doit pouvoir expliquer. Parce que si je décide de dire que les étudiants de l'UQAC sont plus intelligents que les étudiants de McGill, les étudiants en psychologie de McGill, je dois pouvoir établir une méthodologie dans l'étude. Donc, c'est-à-dire, j'ai mes théories, je vais aller avec les théories de l'intelligence parce que je dis qu'ils sont plus intelligents. Et puis, l'objet, je vais étudier l'intelligence des étudiants de l'UQAC par rapport aux étudiants de McGill, par exemple. Donc là, la méthode, c'est quoi? Est-ce que je vais utiliser des questionnaires? Est-ce que je vais rencontrer les étudiants en personne? Est-ce que je vais étudier les focus group? Ou est-ce que je vais
prendre des questions difficiles de connaissance générale qui est, qui est cette personne qui est, en tout cas, qui, le premier Canadien qui a mangé de la poutine, etc. Donc, et puis, je vais les mettre, je vais les confronter. Et puis, bravo, première bonne réponse. Ah non, zéro pain, etc. Et puis, je vais dire, écoute, tout le temps, c'est les étudiants de CAC qui gagnent. Donc, les étudiants de CAC, on est le meilleur. Et ça, on sait qu'on est le meilleur déjà, d'accord? Mais non, ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Donc, il faut vraiment une méthodologie. Et puis que, aussi, la dernière chose que je dois vous dire avant de vous quitter, donc, il faut que ça soit discuté par les pairs, accepté aussi par les pairs. C'est-à-dire, les pairs, ce sont soit la prof, la prof qui est votre directeur et les autres collègues. Parce que vous ne pouvez pas construire en fait, l'étude scientifique seule de nos jours. Ça prend vraiment ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs pour finir. Donc, je pense qu'en gros, on a quand même fait le tour. Donc, ça, c'est des choses peut-être qu'on va retourner. Je vais laisser le WooClap pour la prochaine fois. Donc, là, je vais vous laisser respirer parce que je sais que c'est beaucoup pour aujourd'hui. Donc, vous allez m'excuser. Donc, le WooClap, on va débuter le prochain cours par un WooClap. D'accord? Non. Donc, et ça va être juste sur ce qu'on avait parlé aujourd'hui. Donc, moi, je pense que ce serait très, très gentil de ma part de vous laisser tranquille aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, en fait, je vais les prendre ou sinon, je vais vous laisser respirer. Avez-vous des questions? Et c'est bon pour tout le monde? Euh, Si c'est, en fait, euh, OK. J'aurais une question Oui, Philippe? bon, à part. Pour revenir sur la théorie, les lunettes, je me demandais, est-ce qu'on pourrait une Considérez? personne, disons, une personne qui n'a pas son cheminement en psychologie et qui est dotée d'une opinion, est-ce qu'une opinion peut être considérée comme une lunette qui vient médier son rapport au monde à ce moment-là? Euh, très, très bonne question, Philippe. Je vais essayer de réfléchir avec toi, Philippe. On a tous et toutes des opinions. D'accord? C'est juste, à un moment de la durée, il faut les laisser de côté. Il faut s'en débarrasser. Mais on va être conscient, Philippe, n'importe quelle recherche que vous voyez dans le département de psychologie, ça part d'une opinion. Sauf que ça n'aboutit pas avec l'opinion. Parce que l'opinion, on peut penser tout ce qu'on veut. Écoute, c'est comme, on ne peut pas s'en débarrasser totalement de la subjectivité parce que le choix qu'on fait pour étudier la santé mentale, au lieu d'aller dans un programme de génie, ça, écoute, quand tu vas faire ton mémoire, mettons, quand tu vas être à la maîtrise, par exemple, c'est des choix subjectifs. Je veux dire, moi, je veux étudier en maîtrise, je sais pas, en fait, l'identité des personnes LGBT, par exemple. Mais c'est un choix qu'on fait. Quelqu'un d'autre dit, ah ben non, moi, j'étudierai jamais ça. C'est son choix. Tu vois, tout est subjectif au départ. Mais quand tu vas étudier, je veux dire, le LGBT, par exemple, je prends ça, en fait, l'identité des personnes LGBT, tu peux pas me sortir des versets de la Bible. C'est ça le truc. Tu comprends? Parce que les versets de la Bible, je veux dire, c'est un autre domaine, ce qu'on appelle la doxa. Là, on est dans la science. Donc, qu'est-ce que tu veux étudier? Tu veux comprendre comment ces personnes se sentent par rapport, je ne sais pas, au système de santé, par exemple. Est-ce qu'ils se sentent exclus, en tout cas, ou inclus, etc. Bref, c'est-à-dire, on dit ce qu'on veut étudier, mais c'est notre choix d'étudier, en fait, l'identité des personnes LGBT ou, par exemple, moi, j'ai étudié l'identité des femmes chrétiennes, par exemple. En fait, d'ailleurs, en fait, j'ai plusieurs articles disponibles, vous pouvez vous pouvez les voir. Donc, quand vous avez un peu de temps, j'ai travaillé sur la violence chez les jeunes. Donc, j'ai des choix de sujets. J'ai choisi moi-même mes sujets. Après, je vais aller chercher du financement pour les études, etc. Mais c'est mes choix de sujets. Tu comprends? Juste pour te dire quoi, Philippe, c'est que le fait qu'on choisit d'étudier un domaine, qu'on étudie un phénomène, c'est notre choix. Mais maintenant, il faut le construire il faut l'objectiver, ce choix subjectif.
C'est-à-dire, il ne faut pas que je vois, mais pourquoi lui, j'ai l'impression que si cette étude aurait été faite par un musulman, le résultat aurait été différent. Ça, c'est pas la science. Non. Parce que pourquoi? Parce que si je donne ma méthode, je dis que j'ai interrogé 150 personnes qui s'identifient comme LGBTQ+, par exemple. Et ces personnes-là, par exemple, je les ai interrogées dans quel cadre? Est-ce que je les ai interrogées en présence de tout le monde? Non, par exemple dans mon bureau, etc. Et puis, OK. Bon, maintenant, si je donne le même formulaire à Philippe, Philippe doit pouvoir trouver les mêmes résultats. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Maintenant, si je dis, mais mes personnes, ce que j'ai fait avec eux, en fait, je les ai pris et puis on est parti pendant un mois sur l'Atlantique. Tu vois, on est allé en vacances, tout frais payé. Ça change beaucoup de choses dans les réponses que si je les prends dans les conditions de mon bureau ou si je les prends sur une plage. C'est pour ça, dans la méthodologie, il faut tout dire, Philippe. C'est ça l'affaire. Donc, eh bien, écoute, je vais vous laisser tranquille, les amis, finalement. Donc, merci beaucoup. Écoute, ça a été un plaisir. Donc, on se donne rendez-vous jeudi. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci, À bonne journée. jeudi. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire si vous avez besoin. Bye bye.